Alors, c'est bon, on est en ordre de marche. Donc, le professeur Kossi Atinsonoun là, nous a dit qu'il nous rejoindrait en cours de route parce qu'il est à un jury de thèse ou d'examen médical. Et donc, on a le plaisir d'accueillir pour ce dernier webinaire de la séquence deux grands topos. D'abord par les professeurs Michel Carle et Bruno Heune, les conséquences du changement climatique sur l'épidémiologie des maladies infectieuses, sur 45 minutes environ en comptant les échanges qu'on aura certainement au décours. Et dans la deuxième partie, à partir de donc dans 45 minutes, ce sera le professeur Charles Cazenave sur les infections sexuellement transmissibles. Donc Michel et Bruno, je sais que vous avez l'habitude de travailler ensemble et que vous avez coordonné votre topo. Donc merci vraiment d'avoir accepté ce défi. Écoute, merci Pierre, merci à la Société béninoise de pathologie infectieuse pour permettre ces échanges qui sont toujours une source d'enseignement pour tout le monde, nous y compris. Donc moi je suis le professeur Michel Carlet, je suis au CHU de Nice et je vais vous aborder les conséquences du changement climatique d'un point de vue un peu général pour essayer de situer ce changement climatique en fait comme une crise plutôt globale qui touche au climat, mais au-delà du climat, suivi par donc mon collègue le professeur Eun de Besançon. Bruno, tu veux dire un mot? Oui, oui, enfin, mon sujet sera de contextualiser ton propos dans le cadre géographique de l'Afrique subsaharienne dans un premier temps, et dans la dernière partie de mon intervention, de montrer que tout cela n'est pas inexorable et qu'il est possible d'agir pour anticiper et prévenir. Donc, euh, mon propos va être assez. Alors, vous me dites si vous voyez passer les diapos. Voilà. Mon propos va être assez général, mais en prenant néanmoins quelques exemples pour contextualiser la chose. Donc, le changement climatique, c'est les variations à long terme de la température, mais plus globalement des modèles météorologiques. Et cette évolution, elle est assez incontestable. Comme vous le voyez sur cette modélisation sur un millier d'années, qui montre bien que s'il y a eu des variations au fil des siècles de la température de la surface du globe, on voit que depuis la fin du 19e siècle et surtout le milieu du 20e siècle, ces modifications sont non seulement beaucoup plus rapide et beaucoup plus ample et dépasse largement les variations qu'on a pu voir sur le millénaire. Alors vous allez me dire comment on a pu les voir puisqu'il n'y avait pas d'instrument de mesure avant le 19e siècle, mais en fait, en recherchant le piégeage du carbone ou d'autres systèmes, on arrive à reconstituer le climat au fil des millénaires. Et ces données qui sont sur un millier d'années, en fait, ont été même étendues sur une période beaucoup plus large. Vous voyez là, sur 10 000 ans, hein, si on remonte 10 000 ans en arrière, on voit que la température du globe a pu être plus élevée, mais dans un niveau par rapport aux températures du milieu du 20e siècle, pardon, de l'ordre de 0,4 à 0,5 degrés, comme vous le voyez au milieu de la figure. Et puis, ce qui vraiment caractérise la période actuelle, c'est le fait qu'on assiste là à un phénomène d'une rapidité et d'une ampleur jamais vue, au moins sur les 10 000 dernières années, où on dépasse 1,5 degré d'élévation de la température moyenne du globe dans une période de temps très courte, puisque ça se situe en moins d'un siècle. Donc vraiment, on est sur un phénomène qui est très nouveau et ce phénomène, il est très intimement lié aux activités humaines, d'abord parce qu'on ne l'a pas vu par le passé sur 10 000 ans où les activités humaines n'étaient pas en cause, eh bien on n'a jamais vu un tel niveau de réchauffement climatique, et parce que les activités humaines, à partir de la révolution industrielle du 19e siècle, se caractérisent par une surutilisation de l'énergie et donc de la production de carbone. Et vous voyez ces courbes de production du carbone à travers le monde, donc il y a l'Europe, les États-Unis et les pays du Sud, les grands pays du Sud. Mais vous voyez, ça sous-évalue le phénomène puisqu'il n'y a qu'une partie de ces pays du Sud, donc Chine, Inde, Brésil et Afrique du Sud. On voit que jusqu'au milieu du XXe siècle, la contribution à la production des gaz à effet de serre est essentiellement le fait de l'Europe et des États-Unis. Dans la deuxième partie du XXe siècle, on voit que les pays du Sud rattrapent à peu près de manière équivalente l'Europe et les États-Unis dans la production d'énergie. Et au XXIe siècle, on voit qu'il y a une explosion des pays du Sud qui sont liés à un certain nombre de phénomènes, probablement l'explosion démographique, mais aussi les besoins de développement et les évolutions des modes de vie,
qui font que même si l'Europe et les États-Unis contribuent toujours très significativement, on voit que c'est amplifié par la production de gaz à effet de serre au niveau de l'hémisphère sud majoritairement. Et ça se traduit par le fait qu'au XXIe siècle, au début du XXIe siècle, on produit environ 5 fois plus de gaz à effet de serre que lors de la première moitié du XXe siècle. Et dans la mesure où le réchauffement climatique est lié à ces gaz à effet de serre, on voit bien que les perspectives sont quand même dans le fait que ce phénomène va s'accentuer dans les années à venir. Alors les conséquences sociétales sont très significatives. Dans les zones très urbanisées, comme on les voit en Europe, il y a la formation de ce qu'on appelle des îlots urbains de chaleur. Les zones très urbanisées avec une grande artificialisation des sols et sans végétalisation vont stocker la chaleur dans la journée et ne pas la restituer dans la nuit. Et ça aboutit à des situations telles que vous la voyez sur cette carte de Paris qui date du 18 juin 2022, donc vous voyez, il y a 3 ans, où quand plus c'est rouge, plus c'est chaud, mais en fait le rouge, c'est près de 50 degrés. Et on voit qu'il y a une surface au sol dans une agglomération comme Paris, des températures proches de 50 degrés au mois de juin, ce qui est tout à fait inhabituel et tout à fait anormal pour la latitude de cette ville. Les conséquences sociétales sont évidemment marquées avec une surmortalité liée à la chaleur, telle qu'elle est évaluée dans ce travail qui a été publié l'an dernier, et qui montre que grosso modo, en Europe continentale, la mortalité liée à la chaleur est multipliée par 20 à 30% par rapport à la mortalité attendue, avec certaines zones du pourtour méditerranéen où il y a même une augmentation qui peut aller jusqu'à 80% du taux de mortalité lié à la chaleur. Donc vous voyez, les conséquences sociétales sont importantes et vont imposer à la fois une maîtrise des gaz à effet de serre et de repenser les villes, entre autres mesures, parce qu'il y en a plein d'autres, pour lutter contre ce phénomène. Alors j'ai essayé de regarder sur les travaux scientifiques qui avaient sur le continent africain et qui retrace ses conséquences sociétales. On va venir aux conséquences épidémiologiques en maladies infectieuses, mais c'était un des petits éléments de contexte. Et j'ai pris ce travail qui a été piloté par l'Université de Cotonou sur les conséquences climatiques dans un bassin fluvial, le bassin du fleuve Comoé, qui est à l'est de la Côte d'Ivoire, frontalier avec le Ghana, fleuve qui prend sa source au Burkina Faso et se jette proche de la très grande agglomération d'Abidjan, mais qui est globalement une zone rurale. On voit sur 70 ans qu'il y a une très nette augmentation des températures minimales et maximales dans cette zone, avec, et c'est le diagramme, le troisième diagramme, une diminution du débit fluvial d'environ 50%. La moitié, le débit fluvial est amputé de 50%. On a donc très nettement dans cette zone géographique africaine une augmentation des températures et une baisse des eaux d'irrigation. Et comme on est en zone rurale, il va y avoir de très grandes conséquences sociétales pour les populations qui vivent sur ce bassin d'irrigation, avec une adaptation nécessaire des pratiques agricoles, des changements de culture, des changements de calendrier, bref, une grande révolution, entre guillemets, dans les organisations sociales, avec des phénomènes d'endettement pour permettre aux paysans de maintenir leurs récoltes et donc des difficultés financières et une surutilisation des engrais, tel que c'est montré dans ce travail, avec des conséquences environnementales potentiellement délétères. Alors, à côté de toutes ces conséquences sociétales, quelles sont les conséquences sur le risque infectieux? Je vous ai pris là aussi quelques exemples. Ici, un exemple que je connais bien puisque c'est la région dans laquelle je vis, donc le sud-est de la France, où on a vu, comme vous le voyez sur la courbe que je vous présente là, en 70 ans, donc entre 1950 et 2025, une augmentation supérieure à 4 degrés de la température au mois d'août. Et cette augmentation très importante de température, qui est largement supérieure à l'augmentation moyenne de la température dans l'hémisphère nord, qui est de l'ordre de 1,5 à 2 degrés, s'accompagne d'une baisse des précipitations d'environ 50%. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un schéma de modification du climat sur une zone réputée tempérée du globe. Et ça s'est accompagné de l'implantation dès 2004, c'est la carte que vous voyez en bas à gauche, de l'implantation du vecteur Aedes albopictus, qui, comme vous le savez, est le vecteur de la plupart des arboviroses. Et donc, Aedes albopictus s'implante en 2004 et, à cause du réchauffement climatique, va se répandre sur le territoire national français au fil des années pour, en 2025, arriver à une présence quasi complète
dans des régions où on ne s'attendait pas à voir apparaître ce vecteur, qui est un vecteur réputé plutôt en zone tropicale. Et ça s'accompagne de quoi? Ça s'accompagne de la survenue de cas de dengue autochtone. Alors la dengue en France, on en a depuis fort longtemps. C'est essentiellement de la dengue d'importation, du fait de la proximité pour la France de ces départements d'outre-mer, mais aussi des échanges en particulier avec le continent africain. Et donc il y a de la dengue en France d'importation, mais de tel niveau de dengue autochtone en France, c'est assez nouveau et c'est assez pérenne puisque tous les ans maintenant, on a répertorié un certain nombre de cas de dengue dite autochtone. Donc ce sujet-là est à suivre, mais on voit déjà bien comment le réchauffement climatique, l'importation du vecteur va entraîner une modification de l'épidémiologie des maladies infectieuses. Et si un point d'arrêt sur ces maladies vectorielles, le vecteur, pourquoi il arrive en France? Parce qu'il a un certain nombre de caractéristiques qui leur permettent d'être plus ou moins performants. Vous avez là une revue des éléments de performance du vecteur Aedes reliés à la température. Quand on est dans la bonne fenêtre de température pour le vecteur, on voit, comme vous le voyez là sur les courbes en vert ou en violet, une optimisation de la probabilité de transmission de l'homme au vecteur ou du vecteur à l'homme. Donc la circulation du virus se fait de manière optimale entre vecteur et réservoir. Et en même temps, on voit que le vecteur lui-même va avoir une durée d'incubation raccourcie et une mortalité diminuée. Donc on voit qu'il y a la température amène une surperformance du vecteur pour la transmissibilité des pathologies infectieuses. Donc optimisation du vecteur, mais aussi extension géographique, puisque du fait du réchauffement climatique, dans les zones où il va trouver des conditions favorables pour son développement et sa transmission de maladies, augmente vers le nord, donc vers, en l'espèce, le continent européen. J'insiste toujours sur la maladie vectorielle, sur les caractéristiques du cycle de transmission entre réservoir et vecteur. Vous savez qu'il y a un cycle en zootique en milieu sylvatique, qui est sur la gauche du diagramme, et puis un cycle urbain qui va se développer de manière inattendue pour ce qui est de l'Europe, mais pas que. Et donc, dans tout ça, quel est le rôle du climat et est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui contribuent? En fait, pour le cycle sylvatique, ce qui en ce moment est en train de perturber grandement ça, c'est la dégradation du biotope, donc de la forêt. La déforestation associée aux modifications climatiques perturbe grandement le biotope dans lequel se développe ce cycle en zootique en milieu sylvatique. De même, des phénomènes de partage viral entre espèces animales sont très importantes et en fait, ce partage viral, par la rencontre d'espèces qui habituellement étaient dans des zones qui étaient géographiquement distinctes, est favorisé par la dégradation du biotope. C'est deux facteurs importants de bouleversement, on va dire, de ce cycle en zootique. À cela s'ajoute la transmission vers l'évolution vers le cycle urbain, la présence d'épidémies et potentiellement à terme la survenue, enfin l'apparition de maladies endémiques dans des zones où on ne les voyait pas par le passé. Et pour permettre ce transfert vers un cycle urbain, la migration du vecteur par le commerce, par le tourisme, par les migrations, va implanter le vecteur dans des zones où il va pouvoir de nouveau se développer, avec une domestication du vecteur par son adaptation au milieu urbain et à des températures plus tempérées. On sait par exemple qu'Aedes albopictus a une plasticité génétique qui lui permet de s'adapter à des températures plus basses que les températures qu'il connaît usuellement en zone tropicale. Mais en plus, ces zones tempérées voient leur température monter, comme je vous l'ai montré, et tout ça facilite l'implantation du vecteur. Et puis, il y a des facteurs intrinsèques qui sont les modes de vie dans ces milieux inhabituels pour ce type de vecteur, comme les concentrations humaines extrêmes, les îlots de pauvreté, la pollution, les déchets, ou encore le réchauffement des villes, comme je vous l'ai évoqué dans la création de ces îlots de chaleur urbaine. Tout ça fait un tableau complet qui montre bien que le climat est une des caractéristiques de l'évolution de l'épidémiologie des maladies infectieuses, mais un facteur probablement parmi d'autres, puisque vous voyez qu'il y a toutes sortes d'autres facteurs, la déforestation, l'urbanisation, les transports, bref, un certain nombre d'autres facteurs liés à nos modes de vie contemporains qui influencent l'épidémiologie des maladies infectieuses. Un petit point de focus sur ces zoonoses et la notion de partage viral. Elles sont probablement liées à de multiples facteurs,
Et le niveau de réchauffement est un critère, mais comme ça a été montré dans cet excellent travail qui est référencé en bas à droite de la diapositive, hein, ce travail, ce papier de Carlson dans Nature en 2022, le niveau de réchauffement n'est pas un élément, euh, on va dire, décisif dans ce problème du partage viral. Et on est plus devant la création d'un réseau au niveau mammifère et dans ces échanges au niveau des différents virus qui sont présents sur des animaux sauvages et qui vont se retrouver confrontés à l'homme, et où le climat joue un rôle, mais un rôle qui est inclus avec d'autres, comme le déplacement de population, les guerres, l'artificialisation des sols, bref, un certain nombre de critères associés. Le climat, donc, est-il un facteur parmi d'autres? Ce dernier travail que je voulais vous montrer pour illustrer mon propos, qui vient d'être publié, hein, c'est en janvier 2026 dans Nature, donc on pourrait considérer que c'est une publication d'un assez bon niveau, et qui montre, qui essaye de faire une prospective de l'évolution du paludisme en Afrique dans les années à venir. Pour ça, il se base sur une projection du climat jusqu'en 2050 en s'appuyant sur les données de la NASA, donc des données qu'on pourrait considérer comme assez solides, mais ils prennent aussi dans leur modèle en compte d'autres déterminants comme les interventions humaines de lutte antivectorielle ou autre, d'assèchement des zones humides, ou encore l'évolution des conditions socio-économiques. Et vous voyez que la projection qui est faite pour le paludisme est assez divers, puisque pour certaines zones d'Afrique où le paludisme est présent, on s'attend, et ces zones en bleu, à ce qu'il y ait plutôt une diminution du risque lié au paludisme, alors que dans d'autres contrées, comme la République démocratique du Congo, excusez-moi, ou encore l'Angola, on va probablement voir une augmentation très significative du risque lié au paludisme. Mais cette approche, je trouve là, est assez intéressante parce qu'elle résume bien le fait que le climat est un des éléments à prendre en compte, mais certainement pas le seul pour la prospective qu'on peut faire sur l'épidémiologie des maladies infectieuses. Et donc, oui, le climat est bien un facteur utile, mais un facteur parmi d'autres pour comprendre l'évolution des maladies infectieuses. C'est donc une crise climatique globale avec tout plein d'acteurs ou de raisons, la modification des vecteurs liés au réchauffement, à l'hygrométrie, aux îlots de chaleur urbaine, la dynamique de transmission des pathogènes hydriques, comme les leptospires, les vibrios, liés à des événements météorologiques, liés à la surpopulation, mais aussi des altérations de la qualité de l'eau et de la sécurité alimentaire en lien avec le réchauffement climatique, certes, mais aussi avec des événements météorologiques dans des zones défavorisées ou dans des zones de guerre, mais aussi la modification des réservoirs et l'augmentation du partage viral, du fait de la déforestation à la fois liée à des phénomènes climatiques, hein, les incendies de forêt liés aux périodes de sécheresse et de surchauffe, mais aussi anthropogéniques par la surexploitation de la réserve forestière, et enfin une dissémination virale qui peut être liée au réchauffement en modifiant le flux migratoire des oiseaux, mais qui sera là aussi perturbé éventuellement par l'urbanisation forcenée dans certaines zones du globe. Donc la crise est bien une crise globale et ça a été bien montré assez tôt, il y a une vingtaine d'années par l'OMS, en répertoriant les phénomènes et leur impact sur le nombre de pathogènes impactés en termes de réémergence. Et donc quels sont les phénomènes qui ont le plus d'impact sur la réémergence d'un grand nombre d'espèces? Vous voyez, l'OMS a proposé un classement. En numéro un, c'est le changement d'utilisation des terres et des pratiques agricoles. En numéro 2, c'est les changements démographiques et sociétaux. En numéro 3, c'est la dégradation de la santé des humains, liée à la pollution, au défaut des systèmes de santé, etc. Donc vous voyez qu'il y a 10 critères qui sont listés, je ne vais pas tous les lister. Vous voyez que là-dedans, il y a les voyages internationaux, vous voyez que là-dedans, il y a l'antibiorésistance ou la modification de la virulence, et vous voyez que le changement climatique est présent, mais il n'apparaît qu'en 10e position. Et donc ça illustre bien le fait que le changement climatique est un élément de modification de l'épidémiologie des maladies infectieuses, mais un élément parmi d'autres et que nos pratiques, nos modes de vie, l'organisation sociétale, les perspectives industrielles sont des éléments extrêmement importants dans la modification de l'épidémiologie des maladies infectieuses qui, comme l'OMS l'a très bien rappelé, seront zoonotiques dans 75% pour ce qui est des émergences, ce qui veut dire que les interactions avec le monde animal sont au cœur du problème et donc toutes les actions
que l'on fait en termes d'organisation sociétale qui vont impacter la faune sauvage vont avoir des conséquences en termes d'émergence. Pour finir, et pour vous donner une vision, on va dire un petit peu générale du sujet, ben, l'émergence et donc la modification de l'épidémiologie des maladies infectieuses est une équation multiparamétrique. À partir d'agents pathogènes qui ont des caractéristiques de prolifération et de diffusion qui vont varier elles-mêmes en fonction d'un certain nombre de paramètres. Ce qu'on peut dire, c'est que l'émergence va dépendre de multiples facteurs, de la dispersion des espèces animales, qui sont des réservoirs potentiels, de la transmission interespèces et des sauts d'espèces qui vont pouvoir survenir, de l'altération des terres, qui contribue beaucoup aux deux premiers facteurs, des mouvements de population qui vont servir ces mouvements de population finalement de vecteurs, de mobilité des agents pathogènes, de densité de population, et la surpopulation est un sujet particulièrement à regarder dans la perspective des nouvelles émergences et du risque de nouvelles épidémies. Les phénomènes de sur- ou sous-développement socio-économique, pas que le sous-développement, mais aussi le surdéveloppement, qui est générateur d'abord de gaz à effet de serre, qui est générateur de pollution, et donc de perturbation globalement de l'exposome et qui va participer au phénomène d'émergence. Le sujet de l'hygrométrie et de l'inondation, parce que le réchauffement climatique ne s'accompagne pas que de phénomènes de sécheresse et de diminution de la pluviosité ou du débit des cours d'eau, mais aussi, comme on l'a vu en France récemment, mais dans toutes sortes dans plein de régions du monde, aussi de phénomènes d'excès d'eau, d'inondations, de phénomènes pluvieux anormaux, qui vont là être aussi porteurs de risques infectieux et de modifications d'épidémiologie des maladies infectieuses. Et enfin, le réchauffement, évidemment. Et donc, vous voyez que l'équation de la modification de l'épidémiologie des maladies infectieuses et des émergences est un phénomène multi-critères pour lequel il faut maîtriser le réchauffement et s'en préoccuper, mais pas que, et regarder J'ai tous les envoyé le aspects rapport de directement sur Twitter, mais l'organisation si tu veux regarder euh, Ouais, des d'accord. sociétés humaines. au final, j'ai enlevé quasiment beaucoup de figures, Je ça vous va remercie. mieux. J'ai mis en italique à chaque fois le truc qui parle de Je crois que régional. Tu quelqu'un vois. a laissé son Ouais, micro ouvert. super. Je devais tenir en 20 minutes. Je pense que j'ai tenu plus ou moins le timing et je voulais passer la parole au professeur Eun. Voilà, ben merci Michel, je suis là. Je vais partager mon écran. Je vais arrêter mon partage. Je ne sais pas si je Ouais, l'ai fait déjà. non, on voit encore ton ordinateur. Alors, Voilà. moi, Donc, ça y je est. viens de partager le mien. Est-ce que vous le voyez? Pas encore, mais ça s'annonce, ça va venir. Merci beaucoup, Michel, hein, c'était passionnant, pile dans les temps. Et on a 150 participants connectés. À toi, Bruno. Incroyable. Est-ce que vous voyez l'écran? Très bien. Parfait. Alors, je vais donc poursuivre sur le propos de Michel. Normalement, vous devez pointeur aussi. Donc, effectivement, comme vient de le dire Michel, l'anthropisation de notre planète est à l'origine du réchauffement climatique et également à l'origine de plein d'autres phénomènes qui contribuent au moins autant, sinon plus, au risque d'émergence infectieuse. Et ces émergences, comme ça a également été dit, 80% des émergences, c'est des émergences d'origine zoonotique et 80% de ces émergences zoonotiques proviennent de la faune sauvage. Donc moi, ce que je vais faire pour terminer notre intervention en duo dans les 10 prochaines minutes, c'est passer en revue quelques exemples de données intéressantes acquises récemment en Afrique subsaharienne. On va aborder d'abord quelques exemples sur les maladies vectorielles. C'est là où c'est le plus facile parce que les relations sont directes, mais on parlera aussi d'anthropisation et d'Ebola, un petit peu de choléra. Et puis surtout, je voudrais terminer sur qu'est-ce qu'il est possible de faire en matière d'anticipation de ces risques d'émergence. Alors, on va commencer par un travail qui n'est pas prospectif, mais qui est un point fait là actuellement, qui est paru fin de l'année dernière dans PLOS ONE, sur le lien entre la survenue du paludisme chez le jeune enfant et le climat, avec deux facteurs, la température et les précipitations. Ça impliquait 6 pays dont vous voyez que l'épidémiologie est différente en termes
d'incidence et de prévalence du paludisme, et ce qui a été regardé sur un collectif de plus de 15 000 enfants de moins de 5 ans dans ces 6 pays d'Afrique subsaharienne, Burundi, Burkina, Malawi, Nigeria, Tanzanie et Ouganda, c'est quel était l'impact du climat sur l'évolution de l'incidence du paludisme. Alors, c'est résumé dans ce tableau qui est très chargé, mais que je vais vous expliciter rapidement. Et ce qui fait la force de cette étude, c'est que dans un premier temps, elle retrouve les facteurs qu'on connaît de risque de survenue de paludisme, c'est l'âge, c'est l'éducation des parents, c'est le niveau économique, l'utilisation de moustiquaires imprégnés. Et quand on regarde pendant la période de survenue euh, des, des épisodes de paludisme au cours de ces toutes dernières années, mais on voit que le climat a son importance. D'une part, la température, avec une augmentation de risque qui est quasi linéaire de, de, de 1, avec un risque ratio de 1,7 en ajusté par degré d'augmentation de la température jusqu'à 30 degrés, et puis un rôle des précipitations qui, lui, n'est pas linéaire, puisqu'il y a une zone d'optimisation maximale du risque de paludisme qui est des précipitations comprises entre 250 et 500 millimètres de précipitations dans la période considérée, avec une diminution du risque quand il y a des excès de précipitations qui probablement du fait d'un effet de destruction des gîtes parvers. Alors, si on regarde maintenant, toujours dans les maladies à transmission vectorielle, comment le climat est susceptible de faire évoluer la distribution géographique d'un vecteur qui est Aedes aegypti. Vous savez qu'on a l'habitude de classer les schémas de développement d'Aedes en quatre schémas en fonction de la présence ou non tout au long de l'année. Donc le type 1, c'est il y a de l'Aedes en permanence tout le temps en grande abondance comme en Asie du Sud-Est. Le type 2, c'est il y en a tout le temps, mais pas en grande abondance. Le type 3, c'est un pattern saisonnier avec persistance même des œufs au cours de l'hiver. Et puis le type 4, c'est les zones plus tempérées où il y a extinction des larves et des œufs pendant la période hivernale. Donc, si on regarde comment on est en matière de répartition de ces quatre schémas actuellement actuellement sur la fin du XXe siècle, vous avez la distribution avec leur schéma de persistance dans l'environnement d'Aedes aegypti au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Et ce qui a été fait sur la base des observations et la modélisation climatique, en utilisant les schémas habituels de scénarios d'évolution climatique, en prenant ici le scénario le plus défavorable, c'est-à-dire celui dans lequel on ne serait pas capable d'impacter, de diminuer la pente d'élévation de température dans les 20 prochaines années. Mais on voit que si on soustrait à ces scénarios les, si on soustrait la situation par rapport à ce qui va se passer dans les prochaines années, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des zones où il va y avoir une poursuite de l'accentuation du développement d'Aedes aegypti, y compris en Afrique subsaharienne. C'est les zones voilà, par exemple, les violets foncés, c'est quand on passe de la situation du schéma 2 au schéma 3 ou du schéma 3 au schéma 4 pour le violet un petit peu plus clair. Et puis, il y a des zones où il y avait jusque-là quasiment pas d'Aedes aegypti et qui vont passer en schéma 4 avec réactivation annuelle d'Aedes aegypti et possibilité de transmission par Aedes des maladies vectorielles qui lui sont associées. Et donc là, je voudrais vous montrer un travail extrêmement intéressant qui a été fait sur Aedes aegypti au Bénin pour essayer d'estimer ce que pourrait être à l'avenir l'évolution du climat sur l'évolution de la distribution d'Aedes aegypti et de ces maladies qu'il transmet. Le point de départ a été
la découverte ou l'identification de 2 cas de dengue en 2019 chez des gens qui rentraient du Bénin, ce qui a fait rechercher la dengue dans le pays où on n'avait pas l'habitude de considérer que c'était une maladie fréquemment trouvée. On en a trouvé. Il a été trouvé plusieurs cas en les recherchant, y compris des cas d'évolution défavorable. Et sur la base des données de prélèvement de moustiques et des données environnementales existantes à partir de la Global Biodiversity Information Facility, ils ont fait l'équipe de chercheurs là, du Bénin avec Adja Kidji en premier auteur a fait des modélisations en niche écologique en faisant intervenir les données connues sur la présence de ces moustiques dans différentes villes ou départements du Bénin, et puis des données climatiques provenant de la base de données AfriClim. Et ils ont donc fait une modélisation de la distribution spatiale avec un logiciel qui s'appelle Maxent. Sur ce premier graphe, on a les données de présence d'Aedes aegypti aujourd'hui, actuellement, et la modélisation que ça donne en risque de survenue de dengue actuellement au Bénin. Et si on projette ces données en utilisant l'évolution climatique attendue, eh ben, ce qu'on voit, c'est que ce qui va avoir le plus d'impact sur cette évolution, c'est les précipitations annuelles et l'augmentation de la température moyenne sur le trimestre le plus chaud de l'année. Et ce qu'on voit, c'est que quel que soit le scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire il n'y a pas d'impact des actions humaines sur le changement de la température, où on arrive à faire baisser un petit peu l'évolution du réchauffement, mais on voit que dans les années à venir, on s'attend à ce que la dengue soit diagnostiquée de façon beaucoup plus fréquente au Bénin. Alors, on quitte les maladies vectorielles pour passer à Ebola. Vous savez qu'Ebola résulte d'un contact interhumain, un contact entre l'humain et les chauves-souris, et que pour ça, que ce contact est facilité par les rapprochements entre les humains et le milieu selvatique où ces chauves-souris ont leur biotope. Et on a réussi tout récemment, puisque c'est un papier qui date de 2017, à confirmer cette notion qu'on a, que c'est la déforestation et le remodelage des lisières de forêt avec la pénétration plus facile en lisière de forêt des humains dans des forêts où jusque-là les humains n'allaient pas, qui est à l'origine des épidémies d'Ebola. C'est un travail d'écologie spatiale qui a été fait. Ils ont repris dans ce travail les 12 épidémies qui sont survenues entre 2004 et 2014 et ont retrouvé les tout premiers cas, les tout premiers cas de chacune de ces 12 épidémies. Et ils les ont positionnés sur la carte et ont regardé ce qu'avait été l'évolution du profil forestier au cours des années précédant la survenue de ces premiers cas. Et dans tous ces cas, dans toutes ces éclosions, les 12 éclosions épidémiques, elles sont survenues au contact de forêt. Et dans la majorité de ces cas, 10 sur 12, il s'agissait de lisières de forêt qui avaient été impactées par des actions de déforestation au cours des années précédentes. Donc, voilà une illustration du fait que c'est pas seulement l'évolution du climat, c'est aussi l'action de l'homme sur son environnement qui favorise ces émergences. Autre exemple, dans une situation beaucoup plus multifactorielle que les maladies vectorielles, c'est le choléra. Le choléra, c'est bien sûr une maladie liée au péril fécal, à la mauvaise hygiène de l'eau, qu'elle soit consommée ou que ce soit les eaux usées. Mais il y a plein d'autres facteurs qui interviennent, et en particulier l'état de santé des humains, puisqu'un humain en bonne santé non dénutri a très peu de chances de faire un choléra, même s'il vit dans un environnement où il y a du choléra. Et ce qu'on a appris au cours de ces dernières années, c'est que les eaux maritimes et océaniques qui
assure la diffusion du vibrio cholérique sur l'ensemble de la planète. Les facteurs qui favorisent cette diffusion, c'est trois facteurs essentiellement, la teneur en chlorophylle A, le pH et la température de surface des eaux. Et sur cette base-là, et sur la base du climat actuel, on a pu faire une cartographie de la situation des eaux de mer de surface en fonction de l'adaptabilité possible du vibrio cholérique sur ces eaux-là. Et en faisant la projection basée sur les données, les prévisions climatiques qui arrivent, on voit qu'il va y avoir une extension des zones maritimes dans lesquelles le vibrio cholérique sera à son aise pour y survivre et s'y développer, ce qui laisse à penser qu'il va y avoir également une augmentation des territoires dans lesquels le choléra est susceptible de survenir. Alors bien sûr, ça va dépendre de plein d'autres éléments, mais sur cette carte-là, qui montre que les grosses épidémies de choléra qui sont survenues récemment, toutes comme conséquence d'événements climatiques extrêmes, c'est-à-dire des pluies, des cyclones, des stagnations prolongées d'eau sur les sols. Mais on voit bien que jusque-là, ça survenait dans des zones géographiques où le choléra était déjà connu, mais on peut très bien imaginer que du fait de l'extension de la zone géographique dans lesquelles le vibrio cholérique peut se développer en milieu maritime, on va pouvoir avoir une diffusion des zones à risque de survenue d'épidémies de choléra dans l'avenir. Alors, je vais peut-être passer, pour rester dans les temps, sur la partie que j'avais imaginé aborder de l'antibiorésistance, mais je vais passer ça pour terminer sur la partie qui me paraît la plus importante pour l'avenir. Vous avez peut-être entendu parler du phénomène du cygne noir. Le cygne noir, c'est le titre d'un essai remarquable qu'on doit à un brillant intellectuel libano-américain, mathématicien, statisticien, économiste et philosophe, qui a écrit un livre qui s'appelle Le cygne noir ou la puissance de l'imprévisible. Son propos n'était pas du tout un propos spécifique aux risques infectieux, c'était l'imprévisible et l'imprévisibilité dans tous les événements stochastiques de la vie de la planète. Et il appelle signe noir, Black Swan, un événement qu'il est impossible d'imaginer parce qu'on n'en a jamais eu d'illustration dans le passé. Et si on transpose ça à la santé humaine, il y a très très peu d'événements qui, dans le passé, en termes d'émergence infectieuse, répondent à cette définition de signe noir. C'est extrêmement rare et probablement que le seul exemple qui répond à cette définition, c'est la survenue de l'épidémie de VIH/SIDA au cours du siècle dernier. On n'avait jamais vu ça. La plupart des événements qu'on qualifie d'imprévisibles ou de non prévus en tout cas, répondent à la définition que donne M. Tayeb de tempête parfaite. Une tempête parfaite, c'est un événement où des forces multiples se synergisent pour créer un désastre dont l'intensité est bien supérieure à la somme de ces composantes. Et là, ce que lui, il dit, c'est que ces phénomènes de tempête parfaite, peuvent le plus souvent être anticipés, à condition d'y travailler et de travailler sur les scénarios possibles, incluant les scénarios du pire, pour pouvoir les anticiper et les prévenir. Et je terminerai avec cette diapositive qui donne un peu d'espoir peut-être, ou en tout cas qui laisse penser qu'on peut travailler efficacement dans la préparation et l'anticipation de ces phénomènes d'émergence d'infection. C'est un papier qui vient de sortir, il est sorti la semaine dernière et il rapporte l'initiative de l'OMS qui s'appelle WHO Hub for Emergency Preparedness and Pandemic Epidemic Intelligence, qui a été créé, qui a été imaginé en 2021 dans les premiers mois qui ont suivi le début de l'épidémie de Covid et qui repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est l'Epidemic Intelligence from Open Sources.
donc qui assure la coordination de toutes les sources de surveillance continue des données publiques pour la détection en temps réel de menaces d'émergence. Et puis c'est également l'ISPN pour International Pathogen Surveillance Network, qui a pour objectif de démocratiser l'accès au diagnostic génomique des pathogènes émergentes. Et puis enfin, c'est la Public Health Intelligence Workforce, qui est destinée à former et à entraîner des analystes expérimentés dans l'analyse et l'interprétation des données à l'aide et à l'aide de la décision stratégique. Et ça fonctionne, ça a été mis en place en 2021. Le papier que je vous montre et que je vous encourage tous à lire fait un bilan d'étape à la fin 2024 qui montre que plus de 100 pays ont déjà rejoint les iOS et l'utilisent, et c'est gratuit. Plus encore, utilisent les services de l'IPSN, l'accès aux plateformes de diagnostic génomique. Cette partie-là coûte cher en matériel, en consommable. Son financement n'est pas assuré à moyen terme. Il faudra une collaboration internationale pour qu'elle soit maintenue. Mais clairement, ça en vaut la peine de soutenir ce modèle, en particulier à un moment où l'OMS est malmenée, fragilisée dans son financement. Et ça recourt pour beaucoup à l'intelligence artificielle qui de mon point de vue, doit être utilisé pour ce type d'entreprise avec plus d'intérêt que pour piloter des drones, ficher des individus ou dicter leur comportement. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter pour à la fois contextualiser notre propos général dans la situation de l'Afrique subsaharienne, et puis pour vous montrer que on n'est pas condamné à subir, mais qu'on a la liberté et le devoir d'agir. Merci beaucoup, Bruno. C'est parfait. On est bien dans les temps. On a d'ailleurs de temps pour échanger un petit peu ou pour répondre aux questions qu'on va voir arriver dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Pour l'instant, je crois que les gens, oui, ont posé quelques questions à Michel, mais n'ont pas eu le temps d'en poser sur la partie de Bruno. C'est vrai que ça paraît tellement multifactoriel, tout ce que vous décrivez tous les deux, qu'on a l'impression qu'on sera toujours surpris finalement. On peut réussir a posteriori à comprendre pourquoi les choses émergent, mais les anticiper, c'est pas facile. Oui, oui, c'est vrai, je partage cette façon de voir les choses. Ouais. C'est pas facile, mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'il faut renoncer. Oui, et moi je dirais qu'il faut peut-être qu'on en tire aussi les enseignements de modifier nos façons de faire. Si on continue sur la mythologie du développement sans fin et de le faire sans raison, euh, on va à augmenter les problèmes. Alors, ce que dit Bruno est passionnant parce qu'effectivement, il y a les moyens de la vigilance et du dépistage précoce des problèmes, mais peut-être que c'est toujours, comme toujours, la prévention c'est mieux. Et la prévention, c'est pas d'arrêter le développement, mais c'est de faire le développement en prenant vraiment en compte toutes les dimensions environnementales pour éviter de continuer au moins à aggraver le problème, voire de commencer à le faire régresser. Et ce problème de gaz à effet de serre quand même reste un problème central. Alors, c'est pas une question, mais il y a un commentaire de Charles là qui dit que la conclusion sur l'intelligence artificielle, ça lui a vraiment plu. Et c'est vrai que la complexité de tous ces systèmes là, ça suggère que c'est sans doute un des domaines où on aura le plus à bénéficier de l'intelligence artificielle, même dans la discipline des maladies infectieuses. Peut-être moi, un autre commentaire un peu personnel, c'est que finalement, ce qu'on craint, je veux pas être de trop mauvais augure, mais on a l'impression que quand ça va vraiment s'emballer, ça déjà ça s'emballe, mais quand ça va s'emballer encore plus, peut-être que finalement les maladies infectieuses vont être un peu négligées, c'est-à-dire quand l'eau va monter, quand les gens vont être déplacés en masse parce qu'il y aura plus de quoi habiter dans plein d'endroits. Est-ce qu'on aura encore le temps et l'énergie de suivre les maladies infectieuses? Oui, c'est une question. Alors, je viens de voir arriver une question dans le chat là, est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution dans un sens ou dans un autre dans certaines zones de pays, dans certains pays d'Afrique subsaharienne, des maladies à transmission vectorielle? Alors, la réponse est oui. Alors, il y a encore des zones où le réchauffement est susceptible de
d'augmenter l'incidence des maladies à transmission vectorielle, mais il y a des zones où, parce que le réchauffement va être tellement important que la température sera trop élevée pour être optimale à la biologie des vecteurs. Donc ça peut être considéré comme un effet bénéfique du réchauffement, mais il faut voir le revers de la médaille, c'est que dans ces pays-là où le réchauffement va se poursuivre, les zones les plus chaudes qui deviendront encore plus chaudes, peut-être seront moins exposées au risque de maladies vectorielles, mais dans ces mêmes pays, les zones où le climat était moins chaud parce qu'à des altitudes plus élevées, eh ben, on va avoir monté l'incidence de paludisme dans ces zones autrefois tempérées. Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est ce que montrait un peu la perspective sur le paludisme, hein, la carte que je vous ai montrée, où on voit que dans certaines zones, le risque de paludisme va diminuer parce que les conditions locales seront moins favorables pour le parasite ou pour le vecteur. Et, euh, Effectivement, les études sur la capacité vectorielle montrent que quand on va au-delà d'une certaine température, de nouveau, on dégrade les conditions pour le vecteur et du coup, on va probablement faire régresser ces pathologies, mais dans des situations où c'est la problématique de la survie de l'être humain La aussi qui va survie se à poser. cette température, oui. Oui, c'est ça. Sur la transmission des maladies respiratoires, c'est quelque chose qu'on a entendu pendant un moment au début de l'épidémie de Covid en disant bah, quand il fera beau, ça ira mieux parce que les gens seront moins en intérieur, peut-être plus que pour des histoires de chauffage. Mais finalement, on a vu aussi des très grosses épidémies dans des pays très chauds comme au Brésil. Donc, pour la transmission des maladies respiratoires, les changements climatiques auront beaucoup d'importance, vous pensez? Pour les maladies respiratoires, oui, il n'y a pas que le climat, il y a aussi comment dire, le niveau de protection immunitaire dans une population. C'est-à-dire que dans une population complètement vierge sur le plan immunitaire, comme ça a été le cas du Covid, je crois que l'impact du climat est très modeste dans les premiers temps. Donc pour les émergences, je suis pas sûr que le climat va avoir un impact sur la courbe épidémique initiale si la population est complètement vierge immunologiquement. Euh, mais actuellement, on voit quand même, après 5 ans, 6 ans d'évolution du Covid, qu'il y a quand même des recrudescences qui se font plus en hiver qu'en été. Ça C'est se une question. saisonnalise. Mm, mm. Ok, Je ok. saurais, voilà. Je saurais pas dire mieux que Bruno, c'est que c'est une question piège un peu. Désolé. Bon, bah, je pense que vous avez répondu à toutes les interrogations en tout cas. Ah si, il y a une dernière petite question et puis après on passera la main à Charles sur la possibilité de prévention qui s'appliquerait au Black Swan et au One Health. Moi, je te laisse lire, ça c'est ta partie, Bruno. Ben Black Swan, par définition, là, c'est l'événement complètement imprévisible. Donc là, il n'y a pas de prévention, mais comme je l'expliquais, c'est considéré comme extrêmement rare en général et dans le domaine de la santé en particulier, et que tout le reste de ce qu'on a, comment dire, tendance à dire imprévisible, on n'a rien vu venir, on n'aurait rien pu faire, c'est des excuses fallacieuses. On sait que c'est multifactoriel, mais on doit pouvoir identifier ces facteurs et on doit travailler dessus. Bon, ben, merci vraiment beaucoup à tous les deux, ça a été très apprécié. Vous avez fini avec plus de participants qu'en démarrant, ce qui est toujours un bon indicateur. C'est-à-dire que personne n'a décroché, les gens ont plutôt ont grossi les troupes. Et ça sera disponible hein, donc sur la chaîne YouTube du Régif. Et je vous enverrai un lien, mais ce sera le même lien finalement que j'avais déjà envoyé en ouverture.